3% des sols dans le monde, c'est des zones humides, des tourbières, pardon. Et dans ces 3% de tourbières, on stocke 25% du dioxyde de carbone de toute la surface de la Terre. C'est hors norme. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est un non-sens de venir mettre des zones industrielles pareilles, ou même une autoroute, et au seul endroit dans le coin où on a des tourbières, quoi. C'est fou. Alors là, on est toujours dans notre périple à Lannemezan, et donc on est avec Anto et on va partir voir une tourbière donc dans le coin, donc apprendre ce que c'est une tourbière, l'importance des zones humides dans un écosystème et surtout l'influence que peuvent avoir l'industrie sur ces éléments très précieux qu'on a autour de nous. Donc tu nous as emmené où là? Là, du coup, c'est une zone qui est gérée par le CEN, donc le Conservatoire des espaces naturels. Et bon, c'est une zone qui est très sympa parce que tu vas voir, il y a un joli petit lac. Et derrière, plus loin, il faut un petit peu barouder, monter quelques barrières, mais il y a la tourbière, quoi. Enfin, des zones tourbeuses. Après, c'est pas un lieu que je connais beaucoup ici, c'est que la 3e fois que je viens. Donc peut-être que je vais pas vous amener au plus bel endroit de la tourbière, mais en tout cas, je pourrais vous montrer 2-3 trucs, quoi. Donc tu t'es installé en agriculture? En agriculture bio, ouais, avec ma compagne, la ferme des salamandres. Et pourquoi ce choix? À la base, j'aimais pas forcément faire pousser des plantes. Ça a plus été un acte d'engagement pour moi, voire même politique, parce qu'en fait, l'agriculture, ça détruit, encore une fois, beaucoup d'espaces naturels et continue de détruire, surtout dans d'autres pays maintenant, mais ici aussi. Et donc moi j'avais envie de faire ça, mais différemment. Donc ça passe par le fait que on n'utilise pas de tracteur, on ne travaille pas le sol. On a passé 2-3 fois le motoculteur, mais c'était vraiment pour gagner du temps. Vous êtes en sol vivant? Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ça. On se met pas forcément dans une case. On a tous les deux, ma compagne et moi, vu plusieurs modèles différents. Et on fait un petit mélange de tout ça, mais ça ressemble beaucoup à la méthode Fortier, Jean-Martin Fortier, un Canadien, un Québécois. On est sur 3000 m², on fait tout à la main, on est fatigué, mais on est heureux. Et ouais, ça a du sens pour nous d'apporter une nourriture, d'être utile dans le sens déjà où on nourrit les gens avec une nourriture de qualité. Et après voilà, comme je le disais juste avant, on peut faire de l'agriculture différemment. Du moins en maraîchage, maintenant on sait le faire, c'est possible. En céréales, il y a beaucoup plus de boulot, je suis complètement d'accord. Mais le problème, il est là, en fait, c'est qu'avant, on était vachement plus nombreux dans les champs et aujourd'hui, on est peu. Donc forcément, on a été obligé d'utiliser des machines. Après, c'est le serpent qui se mord la queue, ça a été tout un engrenage avec l'utilisation des engrais chimiques, tous ces trucs-là qui ont facilité, entre guillemets, sur le court terme, l'agricole. Mais au final, aujourd'hui, on en paye les frais, quoi. Et quand tu fais tes explorations d'environnementaliste, tu restes longtemps sur place? Ça dépend des fois, ça peut être 1 ou 2 heures, ça peut être plusieurs jours et ça dépend. Ça dépend si je viens avec un but ou pas. Par exemple, je suis déjà allé au Pic d'Europe, là chercher une salamandre bien précise, où là j'y allais de nuit et j'y suis resté 1 semaine, un truc comme ça. T'es tout seul ou tu fais du bivouac? Ouais, c'est ça, je me prends une tente et voilà. Ça m'a même valu de dormir avec un ours une fois. Un ours? Ouais, au Pic d'Europe. Bon là j'étais pas tout seul, il y avait un copain. Et bon lui il dormait dans la tente et moi je me réveillais, j'ai mis mon réveil à 3 h du mat pour sortir pour essayer de voir la fameuse salamandre. Et j'ai entendu des bruits de pas très lourds, il est venu gratter à la tente, on avait fait un feu, on avait fait à bouffer, donc il est venu gratouiller. Donc moi je suis resté tétanisé et je suis pas sorti. Et le lendemain, il avait plu toute la nuit. Et le lendemain, donc moi je raconte ça à mon ami et il me dit waouh Anthony quand même ça fait gros comme histoire. Et on est sorti, il y avait des énormes empreintes d'ours. Ouais. Ce qui est dommage pour la santé de ces zones humides là, c'est que donc voilà, il y a l'entreprise Arkema, les 3 d'Alka et PSI qui sont déjà en activité. Il y a la construction de l'autoroute qui a morcelé en fait les zones humides. Et ça c'est un vrai problème. Notamment pour les amphibiens et pour d'autres espèces j'imagine, mais je vais parler de ce que je connais, c'est que si tu fragmentes un milieu, ça va créer des problèmes de génétique. Parce que souvent dans les populations d'amphibiens et dans tout type de population animale, il y a ce qu'on appelle la dispersion. Tu as un faible pourcentage des individus qui vont changer qui vont partir, en fait, qui vont migrer de leur milieu, du lieu où ils sont nés, quoi, pour pouvoir rencontrer d'autres individus qui vivent un petit peu plus loin et créer ainsi un brassage génétique. T'as quel âge là? Moi j'ai 29 ans. Donc tu t'es installé l'année dernière? À 28 ans, ouais, c'est ça. Tu avais fait 5 ans avant d'ouvrier? À peu près 5 ans, ouais. Tu avais donc 23
À peu 22 près, ans. ouais, 22, 23, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu avais en tête à ce moment-là quand tu t'es dit faut aller dans J'étais l'agriculture? bien perdu. Honnêtement, j'étais bien perdu. J'ai eu un cursus scolaire qui est complètement chaotique. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Un peu de tout. J'ai commencé en général comme tout le monde, non pas comme tout le monde, mais j'ai commencé en général. Ensuite, je suis parti en économique, mais parce qu'on me disait d'aller là. J'ai détesté à tel point que je suis resté, je crois que j'ai tenu 5 mois. Après, je suis parti. Après, petite dépression. Par rapport à phobie scolaire, découverte de la société, de tout ce merdier. Après, j'ai travaillé après ça. J'ai travaillé dans le bâtiment, ça m'a pas aidé non plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, là, par contre, après ça, je suis parti en pro, en gestion des milieux naturels et de la faune. Donc là, déjà plus en lien avec ce qui me plaît. Mais encore une fois, je pense que j'étais pas prêt mentalement. J'avais du mal à vivre avec des gens en société, tout ça, la limite de l'agoraphobie. Et deuxième période de déprime. Ensuite, j'ai rebossé. À la suite de ça, je suis revenu en général en scientifique. Et le jour du bac, j'y ai pas été. Peur de l'examen. Et ça s'est arrêté là. Et après ça, je suis parti dans la montagne. J'ai baroudé un petit peu. Après, j'ai acheté un terrain sur lequel je vivais en caravane. Avant ça, j'ai dormi dans la montagne. Et après, j'ai découvert l'agricole, quoi. Et voilà, je me suis dit que je pouvais construire quelque chose. Donc première barrière, on va en avoir plusieurs des comme ça à passer. Donc on n'est pas censé venir ici, c'est ça? Si, franchement, je suis quasi certain qu'il n'y a aucun souci. Là pour le coup, c'est communal, il me semble. Difficile de faire passer 40 000 personnes sur une barrière. Il y en a 3, je crois, à passer. Voilà, donc là on arrive clairement dans une petite tourbière. Comment on reconnaît qu'on est dans une tourbière? Déjà, il y a ces plantes-là qui s'appellent la molynie, ça fait des espèces de grosses buttes, très casse-gueule quand on va marcher dedans. Le sol est saturé en eau, et tu as toutes ces mousses-là, la fameuse sphaigne. On va peut-être aller s'y enfoncer un petit peu plus. Après, faut pas avoir peur, on s'enfonce pas beaucoup non plus, quoi. Ah, c'est là que commence vraiment l'aventure, là. Et là, tu vois, là on la voit, la tourbe. Tu vois l'espèce de truc marron, la terre qui sort un petit peu, ça c'est de la tourbe. Tu vois, la couleur, ça se voit bien brun clair. Là, tu l'as plus près. Et tu vois bien qu'en fait, c'est des résidus de la fameuse mousse dont on parlait. On pourra peut-être en voir un peu plus là-bas. Alors ouais, il va falloir se baisser un petit peu. Ça sent le moisi. Moisi œuf pourri, quoi, un peu. Donc du coup, qu'est-ce que c'est une tourbière? C'est un milieu qui est oligotrophe, donc pauvre en éléments minéraux nutritifs pour les végétaux. Et en découle une faune et une flore qui ont évolué dans ces milieux-là, donc qui sont bien appropriés, comme ces mousses, les fameuses drosera, la molynie. En fait, les zones humides, elles sont super importantes parce qu'elles évitent le phénomène de désertification, ce que vivent les Pyrénées-Orientales en ce moment. Et ce phénomène-là, du coup, c'est l'évaporation de l'eau annexée en grande partie parce qu'il n'y a plus de zones humides sur le territoire. En 100 ans, le monde a perdu, non, les hommes ont détruit 50% des zones humides mondiales. En France, en 100 ans aussi, on en a détruit 2 tiers, donc 66%. Et sur ces 66% là, il y en a 50% qui ont été détruits entre les années 60 et 90. C'est des zones hyper utiles dans le cycle de l'eau. Donc voilà, c'est comme une éponge qui se remplit d'eau et pendant les périodes où il ne pleut plus, cette éponge c'est comme si on la pressait un petit peu et elle va redistribuer de l'eau dans les cours d'eau, dans les mares, enfin dans les endroits où on en a besoin, quoi. Il y a beaucoup d'endroits où on utilise les zones humides justement en cas de souci, en cas de pénurie d'eau pour irriguer même certaines zones agricoles. C'est ce qui permet de limiter la désertification et en même temps de limiter les inondations. Exactement. Alors comment elles sont en danger? Déjà principalement parce qu'on les comble, pas le propos d'aujourd'hui. Là ça va plus être par pollution. Et la pollution, moi ce qui m'inquiète le plus c'est les NOx, donc les oxydes et dioxydes d'azote qui vont être relâchés en une certaine quantité. Et donc voilà, le premier problème c'est ça. Et donc ça va amener, si on vient ramener, pas seulement par Arkema, il y a aussi de l'agricole autour qui utilise des engrais chimiques, dont de l'azote, et qui ramènent par lessivage avec l'eau ces éléments-là. Quand on amène de l'azote dans un milieu aquatique, donc pas forcément la tourbière, dans un milieu aquatique, ça va faire croître beaucoup de plantes. Donc en soi, vous allez me dire, mais c'est génial. Ben non, en fait, si tu fais croître beaucoup de plantes d'un coup, il y aura beaucoup moins de rayons du soleil qui vont pouvoir transpercer cette couche-là. Il va y avoir des algues qui vont proliférer, le phytoplancton qui va se déstabiliser, et donc de moins en moins de nourriture pour tous les autres organismes qui vivent dedans.
Voilà, donc des projets comme Arkema, Dalkia et PSI qui présentent le truc vertueux pour l'environnement, pour réduire nos émissions de CO2. Alors c'est vrai, ça va peut-être réduire leurs émissions à eux, même s'ils ne prennent pas en compte le déplacement des camions qui vont amener tous les déchets d'Occitanie. Peut-être ça va réduire leurs émissions à eux, mais en fait, à quel prix? Si ça vient tuer des zones comme celle-là, ben en fait on ne sera pas du tout gagnant dans les calculs, quoi. En Franche-Comté, il y a des chercheurs qui ont établi la quantité de dioxyde de carbone contenue dans une tourbière, et je crois que ça se compte en centaines de millions de tonnes. Voilà. C'est hors norme. Alors que Arkema, je ne me rappelle plus de leurs chiffres d'économie de CO2, enfin c'est ridicule à côté. Je ne me rappelle plus, c'est en dizaines de milliers, un truc comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu gagnes même, je sais pas, personnellement, dans ta vision des choses? De la paix un petit peu, parce que je sais que je me bats un petit peu pour quelque chose que j'aime beaucoup et que je respecte, en fait, que je respecte beaucoup, et qui est nécessaire à la survie de l'être humain, en fait. Et parce que je crois en l'avenir, j'ai envie de croire en l'être humain, ça n'a pas toujours été le cas. Et si on ne se bouge pas rapidement, en fait, ce sera trop tard. Là, tu as quand même une vie qui est très rurale, à la campagne. Ouais. Avant, tu as déjà eu une vie beaucoup plus connectée en ville? Ouais, j'ai vécu en ville, à Toulouse, je ne suis pas resté longtemps. Je pense, j'ai vécu, j'ai eu un appartement avec un pote, je pense quelques mois, 8 mois, un truc comme ça. Mais après, je vivais en périphérie chez mes parents, donc j'allais souvent en ville, je sortais souvent en ville. J'avais quand même une vie entre la semi-campagne et la ville. Ouais. Mais bon, ça, je m'y suis jamais senti très à l'aise en ville. Qu'est-ce que tu retrouves en campagne, là, dans ta vie de maintenant, que tu pourras jamais que j'avais retrouver pas en ville? La tranquillité, je pense, une sorte de sérénité même plutôt que de tranquillité. Moins de bruit, enfin c'est super cliché ce que je vais dire, mais en fait je pense que je suis quelqu'un de sensible. Moins de bruit, moins d'interaction sociale aussi parce que ça demande de l'énergie. La nature, qui est très très importante pour moi. Et aussi pouvoir faire le travail que je fais et qui pour moi a beaucoup de sens. Voilà, je n'arrivais pas à trouver en fait un taf en ville qui avait du sens pour moi, et j'en ai fait quelques-uns, hein, mais c'est pas ma voie, c'est pas mon milieu. Même si j'aime bien y passer une fois par an voir les copains, mais peut-être 2 grand max. Là maintenant tu l'as trouvé ton milieu, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et donc il faut le garder, quoi. C'est ça. Et puis c'est les campagnes qui nourrissent la ville aussi. Donc ouais, même pour les gens qui vivent pas ici, en fait, c'est hyper important d'être conscient de ça et soit de se mobiliser pour le préserver, soit d'en parler autour de soi, je sais pas. T'as des projets d'avenir? J'ai envie d'avoir une vie simple, hein, honnêtement. Et je pense que c'est important d'avoir une vie simple. J'aimerais rester agriculteur jusqu'à ce que je tienne plus. Non, mais ça va en vérité. Peut-être développer un atelier de champignons sur la ferme. Peut-être se diversifier et pas se cantonner que au maraîchage, faire d'autres petits trucs à côté. Après, je fais de la musique aussi et voilà, je m'épanouis assez bien comme ça. Ok, là ça fait quasiment une semaine qu'on est à Lannemezan et on devait juste faire une vidéo sur un collectif qui se bat contre une usine Arkema. Sauf qu'au fil des rencontres et de comment est-ce que Gizmo nous a comploté des trucs, on a rencontré énormément de personnes qui sont dans cette lutte-là ou à côté et qui nous montrent un peu leur vision des choses, comment ils voient la lutte, et ils apportent un petit peu tout leur petit caractère, et on a fait des portraits d'eux évidemment que vous pouvez retrouver dans la playlist qui vient de s'afficher ou qui est en description. Voilà, il y a les deux, on va faire les deux parce qu'on est quand même ambitieux. Donc si cette vidéo vous a plu, surtout allez voir les autres, ça c'est ce qu'on veut faire au Canard Réfractaire de plus en plus, mettre en avant les luttes et surtout ceux qui luttent avec un petit regard différent pour permettre de se rendre compte que derrière tous les militants, il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que ce qu'on peut croire, et que c'est avec ça qu'on va pouvoir se sentir solidaires entre nous et envisager peut-être des luttes encore plus ambitieuses que ce qu'on fait maintenant.